sujet qui n'est pas toujours intéressant à parler, mais dont il faut parler absolument, c'est la planification successorale transfrontalière. Alors, si vous avez des biens, si vous avez acheté des immeubles aux États-Unis, on le sait, les Québécois, au cours des dernières années, particulièrement en raison du prix des maisons qui a fortement baissé, en ont profité pour beaucoup d'entre nous. Et malheureusement, la planification successorale, ça le dit, il faut le planifier. Maître Shlomi Steve Lévy est associé au cabinet Altro Lévy de Montréal. Il va nous en parler ce matin. Maître Lévy, bonjour. Bonjour. Bon, alors, qu'est-ce qu'il faut savoir quand on détient, par exemple, une propriété aux États-Unis? Là, le droit successoral est différent si on est américain ou si on est canadien. Exactement. Et les gens ne le savent pas, ça. C'est ça, justement. Alors, les règles qui s'appliquent sont différentes pour les Canadiens et Américains. Le concept, en général, est différent. Au Canada, on est réputé avoir disposé de nos biens en cas de décès, alors qu'aux États-Unis, et donc, il y a un gain en capital qui est déclenché, alors qu'aux États-Unis, c'est un calcul basé surtout sur la valeur, la juste valeur marchande au moment du décès. Et la différence est qu'au Canada, on calcule la différence, alors que là, c'est la totale qui est taxable. La bonne nouvelle pour les Québécois et Canadiens, c'est que seulement l'actif américain est taxable. Ah. Donc, on n'a pas vraiment à se soucier, contrairement au mythe que tous les avoirs mondiaux sont calculables. Donc, alors donc, c'est pas tout à fait la même chose. Il faut différencier l'un par rapport à l'autre. Voilà. Les règles de l'immobilier américain et canadien se ressemblent, se chevauchent un peu dans la formule et dans les démarches à prendre, mais il reste quand même que les nuances fiscales sont complètement à l'opposé l'une de l'autre. Exemple, en cas de décès, pour un Canadien qui détient une propriété ou un Québécois qui détient une propriété de plus de 60 000, là, on est dans l'obligation de faire un rapport d'impôt des droits successoraux aux États-Unis. Et pour bénéficier d'un certain crédit, comme le prévoit le code du Internal Revenue Code, là, on doit divulguer la valeur mondiale. Aujourd'hui, il y a une exemption sur les avoirs mondiaux de 5 millions, indexée à 2010, donc à peu près 5,25 millions. Sur la valeur de l'actif aux États-Unis. Et une fois qu'on fait la formule, habituellement, si jamais l'actif dépasse les 60 000 et que les avoirs mondiaux dépassent les 5,25 millions, là, il va y avoir à peu près 40 % d'impôt sur la valeur marchande aux États-Unis seulement. Au total ou à l'excédent du 60 000? C'est en fait le crédit, le 60 000, c'est un barème qui prépare un crédit. Okay. Donc, on va arriver, le 60 000 va nous dire que l'actif est possiblement taxable. C'est en fait le crédit généré par l'exemption mondiale qui va établir si jamais on a un crédit ou il y a une taxe ou pas. Bon. Alors, est-ce que c'est la même chose, par exemple, pour un Canadien qui a gardé sa citoyenneté canadienne, qui vit aux États-Unis pendant 6 mois, etc., là, ou si on a la double nationalité canadienne et américaine, là, est-ce que les règles du jeu changent pour ces personnes-là? Tout à fait, tout à fait. En fait, les concepts de fiscalité canadienne sont basés sur une résidence, alors que ceux des citoyens américain est basé sur la citoyenneté. Donc, un Américain qui habite au Canada depuis 40 ans est toujours assujetti aux règles fiscales américaines ainsi que canadiennes. Un Canadien qui quitte le Canada et qui demeure maintenant aux États-Unis va se faire taxer selon les règles américaines parce qu'il n'a plus de résidence canadienne. Et là, les droits successoraux sont différents. Vu qu'on parle de citoyenneté et de résidence, là, en cas de décès, on serait taxé sur nos avoirs mondiaux, contrairement juste aux avoirs situés aux États-Unis. Alors, exemple, si on prend un Canadien qui a vécu au Canada, qui a déménagé, qui a un portfolio de 10 millions et qui décède aux États-Unis, ben, le calcul, c'est 10 millions sur 10 millions, moins l'exemption prévue. Et là, la taxe pourrait être d'à peu près 40 % sur l'excédentaire du 5 millions. Alors que s'il était résident canadien avec 10 millions d'actifs mondiaux, mais un actif, une propriété en Floride, par exemple, pour 500 000, c'est que le 500 000 qui serait taxable. Alors, on parle vraiment de concepts complètement à l'opposé. Et c'est là où un peu notre challenge vient en tant qu'avocat canadien et américain, c'est de pouvoir
établir les règles en fonction de la résidence. Et c'est pour ça qu'il y a des formulaires qui sont extrêmement faciles à remplir, les fameuses preuves de résidence, le fameux 363 jours là, sur 3 ans, oui. Divisé et puis actualisé pour voir si effectivement vous devez faire une déclaration de revenus ou pas là-bas. C'est ça. Ça, c'est le départ. C'est ça. Et là, on n'est même pas résident américain encore. Justement. Le formulaire 8840 oui, qui cause énormément d'angoisse à tous les Canadiens et Canadiennes. C'est drôle, il n'y a pas beaucoup de gens qui croient qu'il faut le remplir, puis c'est une erreur de ne pas le faire. Justement, mais il faut quand même nuancer le besoin de le remplir. La formule roulante sur 3 ans qui prévoit qu'on ne peut pas passer plus de 182 jours par année calendrier aux États-Unis, basé sur la formule, fait en sorte que tout le monde se précipite à le faire ou à ne pas le faire parce qu'il dépasse le nombre de jours alloués. Mais c'est sûr qu'en règle générale, si jamais un Canadien ou un Québécois passe en moyenne 120 jours par année, on n'est pas obligé de le remplir. C'est lorsqu'on veut aller chercher cette exception qui s'appelle Closer Connection. On veut maintenir un lien plus proche au niveau fiscal au Canada, c'est là qu'il faut le remplir. Et habituellement, si la formule dans le Blender, tous les jours, vous donne entre 120 et 180 jours, il faut le remplir. Si la formule fait en sorte que vous dépassez les 182 jours, là, il y a d'autres formulaires qu'il faut remplir pour prendre des positions en vertu du traité fiscal entre les deux pays. Oui. Et il ne faut pas oublier non plus que normalement, tu paies l'impôt dans ton lieu de résidence. Et cette loi-là, cette règle-là se différencie là, quand c'est des règles de propriété. Là. Puis si je comprends bien ce que vous nous avez expliqué jusqu'à maintenant, le traitement fiscal va se faire d'abord aux États-Unis, si tu as une propriété, puis ensuite au Canada. Voilà. Et là, c'est pas nécessairement l'endroit de résidence qui prime là-dedans. C'est moins agréable, disons que c'est moins agréable pour un Québécois de devoir rapporter son revenu québécois aux États-Unis juste parce qu'il a une propriété de vacances en Floride et qu'il a dépassé le nombre de jours permis par cette formule-là. Alors, c'est sûr qu'on veut éviter de se faire accrocher. La bonne nouvelle, c'est que le traité entre les deux pays, si on l'applique comme il faut avec les formulaires requis, va quand même nous permettre, dans plusieurs cas de bris d'égalité, de rester résident fiscal du Québec et du Canada. Mais le travail, c'est de s'assurer de bien faire ces rapports-là. Oui, c'est important. Absolument. Certains diront c'est de la paperasse, mais la paperasse nécessaire. Oui, c'est un mal nécessaire, comme on dit. C'est un mal nécessaire, et c'est sûr qu'aux États-Unis, il y a eu plusieurs articles qui démontrent qu'il y a même des pénalités si on omet de faire les dépôts de formules. Oui, effectivement. Vous allez rester avec nous, Maître Lévy, puisqu'après la pause, on va regarder également différentes formules, que ce soit en mode de fiducie, les propriétés ou en titre de détention personnelle, puis le fameux probate également. À tout de suite. Il est guidé.